Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Mes chers amis, le mois de juin est arrivé, nous sommes pour le 58e numéro de cette émission, ravis de vous retrouver. Oui, vous êtes là, vous êtes nombreux, vous discutez avec nous sur le chat, vous nous envoyez plein de mots, souvent très sympas, et ça nous fait plaisir. À côté de moi, Roland. En face de toi, bonjour Patrick. Oh oui, je dis à côté parce qu'on a une certaine proximité de jardinier. Et nous sommes le 4 juin, c'est le 155e jour de l'année. 210, et puis là tu fais la fête. Oui, ah bah oui, ça sera le nouvel an dans 210 jours. 14e jour du signe astrologique des Gémeaux, 16e du mois de prairial dans notre calendrier républicain français, qui a décidé que c'était le jour de... Le jour de l'œillet. Ah, c'est pas mal, l'œillet. L'œillet, oui, à la boutonnière, c'est ça. Oui, alors on va parler un petit peu de cette plante qui, pour certains, est considérée comme négative. Pourquoi donc ? Par exemple, il ne faut pas en parler aux comédiens. On dit que ça porte malheur pour une représentation théâtrale. Enfin, il y a des tas de trucs comme ça, on va en parler. Mais avant tout, pourquoi le mot œillet ? Œillet, ça veut dire petit œil. Ah bah oui, un petit œillet. Et quand on a la boutonnière, ça ressemble effectivement, l'œillet de la boutonnière à un petit œil. En fait, ça rappelle surtout la partie de l'iris, l'œillet simple, parce que les doubles, oui, on commence à avoir un petit peu perdu. C'est un gros yeux. Et surtout parce qu'au milieu, souvent, des œillets simples, vous avez un cœur, un petit peu comme si on avait un œil. En botanique, ça s'appelle comment ? Dianthus. Dianthus, qui veut dire ? Dianthus, qui veut dire Dieu, et Pitus, qui veut... non. Anthus, qui veut dire la fleur. T'as fait un tout petit peu la même... amalgame qu'avait fait Monsieur Linné. Parce qu'en référence. Fait, dianthus, ça veut dire étymologiquement deux fleurs. Di, deux, oui. Anthos, fleur, deux fleurs. Tous les botanistes faisaient une sorte de latin de cuisine, on va dire. Et ils voulaient en faire la fleur des dieux. Donc de Dios, Anthos. Ben voilà, donc, c'est bien aussi. La fleur aurait dû s'appeler Diosanthus. Oui, la fleur de Dieu. Et pourquoi on voulait faire la fleur de Dieu? C'est une histoire de Monsieur Linné? Oh non, il faut remonter dans l'Antiquité. Oh là là, tu vas encore nous parler de la Grèce antique et de Zeus qui avait offert ça à une copine. Non, mais c'était les Grecs qui avaient offert l'œillet à Jupiter, à Zeus. D'accord. Le dieu des dieux. Nous sommes dans la famille des... Les Caryophyllacées. Voilà. Alors, il y a pas mal de plantes de la famille des Caryophyllacées qu'on connaît. Moi, j'en connais pas 50. Le gypsophile peut-être, la sagine. La sagine, voilà, c'est déjà pas mal. Et la silène enflée, entre autres, oui. La saponaire. Ah oui, saponaria. Le lychnis aussi. Ah oui, lychnis, oui, c'est moche. C'est moche. Qu'est-ce qu'elle est moche, cette vivace, ce grand machin, là, cette pas grande du tout. tige. Un feuillage argenté, des petites fleurs rouges au bout. C'est pas le truc qui fait des grandes hampes, là, aussi ? Il y en a. Il y a plusieurs lychnis. Il y en a même qui font des fleurs rouges rondes, lychnis calcedonica, par exemple. Bon, peu importe, on va parler plutôt des œillets. L'œillet est une fleur associée à l'amour. L'œillet commun, Dianthus caryophyllus, depuis le Moyen-Âge, on estimait que c'était la fleur de l'amour, et les fleuristes de l'époque chantaient la chose suivante. Alors, j'ai pas la musique, j'écris les paroles. « Ah, mon pot d'œillet, il est plantureux pour faire des bouquets pour les amoureux. » Les rimes sont riches. C'est pas mal. C'était le Moyen-Âge. Alors, c'est une plante, pour certaines espèces, qui sont originaires des bords de la Méditerranée. Et c'est pour ça qu'ils sont cultivés depuis l'Antiquité. Et comme ce sont des fleurs qui sont assez sympas, et puis surtout pour beaucoup parfumées, c'était à l'époque les symboles de la fierté, de la beauté, de la fascination d'amour, et de la distinction. Le parfum de l'œillet est particulier, quand même. Un petit peu de clou de girofle. Ça peut plaire ou pas? Si on parle de l'œillet d'Inde, ça sent clairement mauvais. Mais... tu m'as parlé d'œillet. L'œillet d'Inde, quel genre?
Bon, j'en sais rien. Tagetes. Ah, c'est de la tagette. Ah donc oui. on n'est Mais pas ça pue quand Mais même. oui, mais il faut rester dans le sujet. Oui. Donc on est dans les dianthus. Il a l'avantage, ce parfum, contrairement à beaucoup d'autres plantes, de rester persistant assez longtemps lorsque la plante a été coupée. Lorsqu'on fait un bouquet d'œillets parfumés, on peut en profiter assez longtemps. Et donc c'est une plante, comme tu l'as dit, populaire pour la mettre à la boutonnière ou au corsage, ou, oui, tout simplement dans les arrangements floraux. Langage des fleurs, il y a énormément de significations sur l'œillet, en fonction de la couleur notamment. Quand il est blanc, c'est l'amitié. Quand il est rose, c'est qu'on débute une sorte de romance. Quand il est rouge, évidemment, c'est... Oh, ah bah dites donc, C'est ça, non? ma Marine, ouïe, aïe, aïe. On va dire la passion. En revanche, attention, quand il est rayé, Oh, je te refuse. ah carrément. Et quand il est jaune, je te dédaigne. Eh oui. Alors, en France, il y a une coutume. Oui. Au Ah niveau- oui. C'est quoi? Le marié, il doit avoir une fleur d'œillet. Il y a la tige et puis il y a Ah la ouais. fleur, sinon ça tient pas. Hein. Donc il se met son œillet sur l'œillet de la boutonnière et il le pique ici. Et donc il va à son mariage avec son œillet, Voilà. qui veut dire amitié. Donc du coup, j'ai pas bien pourquoi il a ça, lui. C'est une tradition. En revanche, au Portugal et au Brésil, on dit que l'œillet blanc porte malheur. Ah, Donc, voyons. vous voyez, ça dépend des cultures. Et attention, offrir un mélange de couleurs au niveau des œillets, sauf si c'est des rouges, à une demoiselle signifie que de toute façon, on ne se mariera pas, mais on peut peut-être profiter un peu de ses faveurs. Ça a l'avantage d'être clair. Personne ne le sait, il faut vraiment écouter News Jardin TV pour le savoir. Donc il y a énormément d'œillets, des variétés, des espèces intéressantes, l'œillet de Chine, par exemple, l'œillet de poète. Ça, c'est une bisannuelle intéressante, avec des variations de couleurs vraiment très très intéressantes. Les œillets des Alpes, toi tu pourrais aimer ça Oui. dans ton jardin, parce que c'est très rustique, c'est assez simple de toute façon. comme Oui, plante. vivace. La floraison n'est pas très longue quand même. Pas très longue, pas très grande, mais bon, Ouais. ça fait une petite plante qu'on peut mélanger dans un massif. Il y a les œillets barbus, il y a les œillets à plumets, et puis les milliardises quand même, le Dianthus plumarius, qui, comme son nom le dit, a des fleurs qui sont légèrement fin brillées, on dirait. Elles finissent par être un petit peu barbues, si l'on veut. Aujourd'hui, 4 juin, que se passe-t-il en 1818 ? Eh bien, c'est la naissance à May-en-Mulsien, en Seine-et-Marne, de Élie Abel Carrière, horticulteur et botaniste français. Ce fut le chef jardinier des pépinières du Muséum d'histoire naturelle à Paris, et il a été rédacteur en chef de la revue horticole à partir de 1866. C'était un grand spécialiste des conifères, et il a décrit énormément d'espèces, et même créé des nouveaux genres. Le genre Tsuga, par exemple, en 1855, un genre qui est moins connu, le Keteleria. Il n'y a que 3 espèces. Hein. Ah. Mais le pseudo-Tsuga aussi, qu'on appelle le Douglas, hein, le pseudo-Tsuga douglasi, hein, qu'on a nommé en l'honneur d'un autre botaniste écossais, celui-là, David Douglas, qui avait découvert la plante. Il a aussi nommé Cupressus cashmeriana, magnifique, avec des ramules retombantes, Cupressus cashmeriana en 1867. Tiens, il a décrit Spirea venutei. Un gros classique, mais là, Grand on est loin classique. des conifères. Oui, mais c'est lui aussi qui a travaillé là-dessus. On pouvait lui faire un petit clin d'œil en rappelant qu'il était l'auteur du traité général des conifères, où description de toutes les espèces et variétés de ce genre aujourd'hui connues en 1855. Petit trésor de bibliothèque si vous le trouvez. 4 juin de nouveau, Sainte Clotilde. Qu'est-ce qui se passe à la Sainte Clotilde ? Eh bien, on fête les Clotildes. Tiens, ça, c'est envoyé. Ah ouais. Et puis, il y a des dictons. J'en ai 2 pour vous. Allez, à la Sainte Clotilde, de fleurs en buisson, abeilles butinent à foison. C'est à toi ça ? Oh non, pas du tout. Ah, c'est c'est rigolo. dommage, parce que c'était joli. Bah Ça, oui. Je trouvais ça bien. Ça peut pas être de moi. J'en ai un de moi. Ah oui. À la Sainte Clotilde, elle n'est pas revenue. La Mathilde. Ah, ça, C'est en Jacques Brel. Jacques Brel, évidemment. Moi, je vous dirais, à la Sainte-Clotilde, on met dehors les listes de Rothschild. C'est quoi le liste de Rothschild ? C'est le Gloriosia. Gloriosa. Gloriosa. Rothschildiana. Ça fait des années que je dis Gloriosia, moi. Personne ne m'a jamais rien dit. Bah hein. non, mais moi, je te le dis. Plante d'intérieur magnifique, hein, c'est un petit bulbe. Alors, non, pas que d'intérieur. Essaye-le. Tiens, t'en achètes un pot, tu le plantes maintenant dans un endroit bien ensoleillé, au pied d'un petit treillage. Il va monter quasiment jusqu'à 1,50 m, 1,80 m, avec des fleurs. Alors, vous allez les voir, on va vous montrer ça sur la vidéo.
c'est comme des araignées. C'est oui, léger, c'est un floraison c'est magnifique. rouge et jaune, c'est sublimissime. Eric qui a posé une question sur News Jardin TV et qui dit « J'aimerais bien planter un mimosa, mais à quelle saison faut-il que je le fasse ? Doit-on utiliser du terreau ? Quel type de terreau ? Est-ce qu'on peut utiliser du terreau pour agrumes ? » Bon, quand on parle de mimosa, moi j'aime bien citer Monsieur Julien Cavator de Bormes-les-Mimosas, qui a la collection nationale. Voilà ce qu'il dit. Les mimosas poussent dans les terrains les plus variés, mais ils préfèrent les sols drainants et les terres sableuses ou caillouteuses. La plupart des espèces n'apprécient pas les terres calcaires trop lourdes ou humides, mais les mimosas greffés s'adaptent plus facilement. Où est le mot terreau là-dedans ? Je ne l'ai pas entendu. Donc le mimosa ne pousse pas dans du terreau, ni du terreau agrume. D'ailleurs, les agrumes ne poussent pas dans du terreau non plus. On y reviendra. C'est des plantes qui ont besoin d'un sol consistant et drainant. Donc votre mimosa, vous prenez de la terre de jardin, vous améliorez la légèreté avec un peu de sable et tout ira très bien. À quelle saison on le plante ? Eh bien, de préférence au début du printemps, après la floraison. C'est le moment où il va être en meilleure forme. Si vous voulez en acheter un maintenant, pourquoi pas ? De toute façon, les plantes sont vendues en conteneurs. Elles ont l'ensemble de leur système racinaire. Il suffit de bien les arroser après la plantation et tout ira très bien. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Je pense que vous ne pouvez pas passer à côté, si vous avez un jardin, en regardant bien, il doit y avoir quand même quelques pucerons qui traînent quelque part. Et c'est quand même un des insectes les plus casse-pieds que l'on peut avoir dans le jardin. Et on va parler à la fois donc, de la particularité et des problèmes que peuvent nous poser ces pucerons, et on essaiera de trouver des moyens pour les réguler. C'est les petites bestioles de la famille des Aphidoidea. C'est un grand groupe, il y a près de 4000 espèces dans le bazar là, et puis des pucerons, il y en a un bon paquet également. Donc on est dans les hémiptères, bien sûr on ne parle pas que de bestioles, mais d'insectes, et c'est une super famille, effectivement, il y en a pas mal. En France, on en a pratiquement 250 espèces qui sont nuisibles. Il y a d'ailleurs, je crois que je dois avoir ça dans la bibliothèque, un bouquin qui est comme ça, 500-600 pages, sur toutes les espèces de pucerons, et comment ils se présentent, etc. Mais parce que il faut savoir que nous, au jardin, ils peuvent nous embêter, mais que lorsqu'on est agriculteur ou maraîcher, ils peuvent vraiment avoir un impact économique considérable, parce que les pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont un rostre, qui vont piquer, tac, un peu comme, tiens, à la place de notre nez. Je vais vous le faire comme ça. Ça pique dans les tissus de la plante. Oui, je suis obligé de parler comme ça. Et donc, ça permet de aspirer la sève et de s'en nourrir. Voilà. En c'est quelque clair sorte. Non, mais c'est très clair. Je pense que ceux qui ne font qu'écouter la version audio vont se demander ce qui s'était passé. Mais en fait, nous avions un puceron qui vous parlait en direct et il l'a très bien fait, puisque en fait, cet insecte va, avec son rostre, pomper la sève et la plante va réagir avec ça. Alors, elle se crispe le plus souvent, mais c'est pas tellement ça qui est le plus embêtant. La quantité de pucerons, parce qu'un petit puceron, c'est quoi ? Allez, oui, on pas va gros, dire hein. 1,5 centimètre maximum, 0,3 Un souvent. millimètre, oui. Non, pas 1 millimètre, 2-3 Allez, millimètres. on chipote. On Ouais. chipote. Il va tout seul pas faire beaucoup de dégâts, mais ils vivent en colonie, les pucerons. Donc c'est des piqûres multipliées par X, Y, Z, et du coup la plante, elle commence à s'affaiblir du fait qu'on lui ôte sa sève. Parce que les pucerons, vous avez pu remarquer, se concentrent pour la plupart dans l'extrémité des jeunes pousses, et donc dans les endroits où il y a croissance. Si avec ça, ça serait peut-être pas trop embêtant. Mais, que fait le puceron après avoir mangé ? Eh bien, il fait ses besoins, il est comme tout le monde. Exactement. Alors nous, les botanistes appellent ça du miela. En fait, c'est un bon petit caca qu'il nous fait par derrière. Un truc un peu collant. D'ailleurs, on les repère à ça. Quand la feuille commence à être collante, on se dit « Ah, il doit y avoir de la visite ». En fait, quand la feuille commence à être collante, on se dit « Nous avons des insectes piqueurs-suceurs ». Et après, on va essayer de s'identifier. Ça peut être des tripes, ça peut être des choses comme ça. Ce miela peut être générateur du développement de certains champignons
qui vont avoir une forme un peu bizarre. Comme la fumagine, par exemple. Alors la fumagine, c'est ça. Qui va être toute noire, un peu de la suie finalement. Voilà, ça ressemble à du charbon, à de la suie, et ça développe une pellicule le long des feuilles qui empêche la plante de faire sa photosynthèse. Deuxième problème. Et puis il y en a un troisième. Les fourmis. Les fourmis, elles n'embêtent pas la plante. Mais elles vont permettre le développement, elle est déplacée. On va y revenir après. D'accord. Le troisième problème qui impacte directement les végétaux lors des attaques de pucerons, c'est la transmission des maladies à virus. Et ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant, parce qu'on ne sait pas lutter contre ces maladies. La seule problématique qu'on peut avoir, c'est d'avoir des végétaux qui sont résistants. Donc, les pucerons doivent être modérés. Il faut faire en sorte qu'ils ne fassent pas d'invasion trop importante sur nos végétaux. On va quand même parler des fourmis, puisque tu les as évoquées. Que font les fourmis ? Eh bien, elles viennent récupérer le miela. Certains disaient elles vont traire les pucerons. Elles les titillent un peu, titi. Et puis... J'ai filmé ça. La fourmi arrive derrière le puceron, avec ses antennes, comme si elle le traite. Elle va lui toucher le cloaque, et vous avez la petite goutte de miela qui se forme, et la fourmi va s'en emparer. C'est pas une traite proprement dite, hein. C'est pas le même endroit. Mais bon. C'est pas loin. Oui, c'est pas loin, c'est vrai. Alors, le problème des fourmis, c'est qu'elles les élèvent, Ah oui. pour certaines espèces. Donc elles vont favoriser la présence de pucerons sur nos plantes. Mais en elles-mêmes, elles ne sont pas directement impactantes. Lorsqu'on voit une circulation de fourmis le long d'un tronc d'un arbre fruitier, en ce moment par exemple les cerisiers, ils peuvent être largement impactés, vous savez qu'il y a les pucerons. Bon, après, vous voyez aussi les feuilles qui sont toutes crispées. Je vous parlais d'un problème de multiplication, de nombre de pucerons, de colonies, tout simplement parce qu'ils ont une méthode de reproduction particulière. La parthénogénèse. Bah oui. Ah oui, alors là, tu te reproduis comme tu veux. Hein, Voilà. T'as dans pas l'oreille, besoin, dans t'as la pas besoin main. de partenaire. Il faut être une femelle quand même. Oui, bah, c'est déjà pas mal, oui. Il y a eu un calcul absolument ahurissant, dont je vais vous dire 2 mots parce que j'ai trouvé ça incroyable, qui montre, alors bien sûr c'est un calcul théorique, la fécondité moyenne donne une trentaine de larves dont la durée de développement de la naissance jusqu'à maturité de reproduction est de 14 jours. Vous partez d'une femelle, elle fait 30 bébés, ces bébés 14 jours plus tard sont capables aussi donc de faire eux-mêmes 30 bébés. Vous avez 9 générations pendant la belle saison. Ce qui veut dire que quand on fait le calcul, vous ne faites pas de tête, vous obtenez qu'un seul individu théoriquement peut donner naissance à une génération de 600 milliards d'individus. Oh là là. Le poids adulte d'un seul puceron étant environ d'1 milligramme, ça fait 600 tonnes de pucerons qu'une seule femelle pourrait produire en une saison. Et évidemment, fort heureusement, il y a plein de facteurs qui vont éviter tout ça, les ennemis naturels notamment, et on va essayer justement de favoriser la présence de ces ennemis naturels dans nos jardins. Et qu'est-ce que l'on peut avoir par exemple ? Des chrysopes, des coccinelles, des cirfes aussi, je crois. Hein, Voilà, le les cirfes. Et puis les oiseaux également. Qui peuvent, quand il y a beaucoup Oui. d'une colonie Oui. très nombreuse, les oiseaux viennent picorer. C'est très bon pour les jeunes. Donc d'où l'intérêt de la biodiversité dans le jardin. Après, le travail que peut faire le jardinier directement, moi, le truc le plus simple, c'est que je prends mon sécateur et je coupe toutes les pousses. Alors on va me dire, oui, mais sur le rosier, je vais perdre la fleur. Oui, mais il en fera d'autres derrière. Vous coupez, et puis vous mettez ça dans le feu, dans le barbecue, dans ce que vous pouvez. Non, mais c'est vrai, le mieux, c'est de cramer tout de suite Oui. la colonie, parce que comme ça, vous êtes tranquille. Après, attention, il n'y a pas que des pucerons qui se développent sur l'extrémité des pousses. Vous avez des pucerons des racines. Ça, c'est très galère. casse-pied. Ça, c'est très galère. Sur le potager, tu peux en avoir. Oui, en particulier sur les salades, ils Oui. sont tout blancs, ils sont à la base. On va Oui. pouvoir les trouver quand on déterre un petit peu. On peut les éliminer à la main, mais c'est très compliqué. Oui. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les pucerons lanigères, qui sont spécifiques du pommier chez nous. Lanigère, on entend laine, donc ça fait des sortes d'amas laineux. On les traitait jadis avec des traitements divers. Aujourd'hui, on a toujours l'huile de colza qui peut être efficace, donc on va plutôt appliquer ça pendant l'hiver. Derrière ça, vous éviterez les applications excessives d'azote. Donc pas trop de fumier, limiter quand même les matières organiques, pas d'engrais nitratés par exemple, parce que l'azote donne
une sève plus liquide et plus sucrée que les pucerons se précipitent pour dévorer. Est-ce que tu as d'autres choses sur la lutte anti-puceron que tu pourrais faire chez toi? Non, moi je mets rien du tout. C'est la diversité des plantes qui fait le larron, on va dire, et puis c'est le fait d'avoir des oiseaux, d'avoir des insectes et de mettre des abris pour les insectes. D'ailleurs ça marche très bien, je mets des petits nichoirs à coccinelle, ça se met au ras du sol, c'est souvent du bouleau qui est percé un petit peu, elles trouvent un abri pour l'hiver et elles reviennent au printemps. Les coccinelles, c'est les plus gros prédateurs de pucerons, bien sûr. Un jour, on parlera que des coccinelles, parce que c'est vraiment des animaux passionnants. Mais il y a une chose aussi que vous pourriez essayer. Je ne sais pas pourquoi en France, on ne vend pas ça. En Amérique du Nord, notamment au Canada, mais aux États-Unis aussi, on voit des préparations à base de piment pour lutter contre les pucerons. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, des macérations de piments forts. La capsaïcine a un effet brûlant, ça pourrait peut-être fonctionner. Alors peut-être que ça crame aussi les plantes, je ne sais pas. Mais en tous les cas, peut-être vous pourriez essayer de faire une macération de piment et puis de voir ce que ça pourrait donner. En tous les cas, les pucerons, ça reste dans le jardin. On n'en fait pas quand même, nous, tout un problème, mais méfiez-vous quand même qu'ils ne vous envahissent pas trop. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Nouveauté, actualité. Oh, une BD. Oui, une petite BD, c'est pas pour toi, c'est pour les enfants. Je n'aime pas les BD. Moi. Mais tu as tort, parce que là, c'est vraiment du dessin pour les petits-enfants. Alors, c'est l'histoire, quelqu'un qui était dans sa classe, et puis qui voit du béton partout, et qui dit à son maître d'école, et pourquoi est-ce qu'on changerait pas la classe? Et donc, on va transformer, et on va faire une classe, un jardin, voilà, dans la cour d'école. Donc, voilà, c'est pour inciter les enfants à faire un jardin dans leur cour d'école. Et la maîtresse et le maître d'école également, et donc, il y a même un petit paquet de graines qui va avec, ça s'appelle Bye Bye Béton, c'est très sympa, c'est pour les tout gamins, ça marche très bien. Eh ben écoute, c'est une bonne idée. Alors tiens, au fait, j'ai l'impression que tu vas chanter bientôt là. Lilimas, oui, on va chanter, c'est demain, je crois, on va à l'écomusée de Fougerolles, donc on va avec notre groupe, les Orchestra Garden Members, sous-entendu les OGM, titre provocateur, et donc 1h15 de spectacle. Écoutez, si vous pouvez, vous le connaissez maintenant, vous avez vu son humour, vous avez vu comment il est animateur, etc. Ne ratez pas ça. Moi, j'ai vu la cassette, je peux vous dire, c'est très très bien fait. C'est vraiment bien. Et il y a des messages en plus. Ah bah oui, c'est le but. Alors moi, j'ai apporté plein d'engrais nouveaux, très très originaux, qui viennent de Belgique et qui sont fabriqués par une famille qui a l'air vraiment très sympa. C'est une famille liégeoise, Madame Claudine Verstraeten et son époux, Monsieur Léopold Franck. Lui, il était un spécialiste des baignades naturelles. Et puis, ils ont eu l'idée, pendant le confinement, tout simplement, de se dire, tiens, après tout, si on se lançait dans un commerce équitable, avec l'idée du zéro déchet. En Afrique, parce qu'ils connaissent bien des producteurs du Cameroun, de Côte d'Ivoire, etc., qui ne savent pas quoi faire des éléments de cacao. Vous savez, quand on récolte la cabosse de cacao, à l'intérieur, on n'utilise que les fèves pour faire le chocolat. Oui. Et tout l'entourage de ça, en Afrique, on le jette et puis on le laisse comme ça. Et puis, aussi, dans les plantations de bananes, alors, quand on travaille la banane pour en faire de la pâte de banane, il reste les déchets, il reste la peau, il reste tout ça. Eh bien, pourquoi pas le transformer en engrais? Et puis, ils se sont dit, il y a aussi un produit qui est bien apprécié, c'est le marc de café. Et on va récupérer dans les restaurants, dans les bars, etc., du marc de café. On va mélanger toute cette chose-là et on va en faire un engrais. Tout est basé sur le naturel. C'est-à-dire qu'ils prennent que des cultures biologiques, des produits qui n'ont pas séjourné au sol trop longtemps parce que la pluie aurait pu lessiver et faire perdre l'ensemble des minéraux. Ils le sèchent pour qu'on obtienne un taux d'humidité inférieur à 14%. Ça sent le marc de café, j'avais le nez dedans. Au moins, tu es sûr que le produit est à base de ça. Donc, tous ces produits-là sont faits pour booster la végétation. C'est eux qui écrivent un boost et renforce le développement végétatif. Vous avez du phosphore, vous avez du potassium, vous avez du magnésium, vous avez du calcium. Il y en a 3, ça se vend uniquement par eux, leur site. D'ailleurs, on voit, ils n'ont pas fait énormément d'efforts sur le packaging. Mais l'important, c'est d'être efficace. Donc ça s'appelle Recimarca, R-E-C-Y-M-A-R-C-A, ça va s'écrire sur la vidéo. Et franchement, moi j'ai trouvé que c'était une bonne méthode. Alors vous allez me dire, oui, ça vient d'Afrique, etc. Mais il est important que même dans les pays producteurs où ils ne sont pas du tout
organisé pour ça, eh bien, il y a des sociétés qui puissent le faire de manière à ce que tous les déchets biologiques puissent être utiles et utilisés. Une manifestation très importante la semaine prochaine du 9 au 12 juin aux Tuileries à Paris, dans le jardin des Tuileries, Jardin, c'est la 17e édition, ça revient. Donc ce sont des amis paysagistes qui ont créé ça depuis longtemps, puisque c'est la 17e édition. Il y a le mercredi qui est dédié aux professionnels, et après vous avez une exposition dans laquelle on vous présente des très belles jardins. C'est vrai, ce sont des paysagistes créateurs, connaisseurs du jardin urbain. Il y a plein de choses, il y a aussi des exposants bien entendu, il y a des conférences, c'est très très intéressant. Du 10 au 12 juin, il y aura les Journées de la Rose au domaine de Chahalis, c'est dans l'Oise, sur le thème La Rose et le parfum. On avait parlé la semaine dernière du parfum, et c'est vraiment important. Il y aura Arielle Dombal qui sera présente. Elle a une rose à son nom, de chez Meillan, elle sera la marraine. Et puis vous avez aussi, pendant la même période, la Route de la Rose dans le Loiret, où là vous pouvez aller voir 19 jardins autour de la rose. Enfin, c'est plein de choses qui sont très très intéressantes en ce moment. Alors toi, tu as des briquettes de charbon. Ben oui, parce que pour ceux qui ne bougent pas, pour ceux qui ne vont pas voir les jardins, ils sont autour de leur barbecue. Et j'ai des briquettes de charbon dans la même idée de récupération, en coque de noisette ou alors en noyau d'olive. C'est des déchets. Ouais, c'est dans le même esprit que ce qu'on vient de présenter avec Exactement. Récimarca. Donc 100% naturel, évidemment. Et les braises de coque de noisette qui sont jetées, normalement, on peut les récupérer en paillage, mais là, elles sont récupérées. Ça peut tenir 3 heures, et alors c'est encore mieux pour les noyaux d'olive. Ça dure 4 heures, donc là, ça vaut le coup. Je sais pas comment ils font leur coût. En tout cas, c'est vendu à 9,95 le petit paquet de 4 kilos, sinon en 19,95 les 10 kilos. Donc là, il y a de quoi faire quand même cuire pas mal de merguez. Vous pouvez y aller. C'est un geste sympathique. Et ça s'appelle greenbarbecue.fr. Alors nous n'allons pas faire griller des merguez. Nous allons simplement prendre un petit café pendant la publicité et on revient tout de suite. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Dring, dring, dring. Camille qui nous dit, vous avez évoqué dans une ancienne émission les arbres fruitiers colonnaires qui vont gagner beaucoup de place. Est-ce qu'ils grandissent de cette façon car ils sont orientés verticalement avec des tuteurs? Merci de me donner des précisions. Alors, les arbres fruitiers colonnaires ne sont pas des arbres qu'on a contraints à pousser sur une seule tige, comme on le fait par exemple sur un cordon de pommier, mais lui on va le faire horizontal. Là, ce sont des arbres génétiquement nains. Toi, tu en as cultivé ou t'en cultives encore? J'en ai 5. Oui, ça pousse en colonne. Il y a quelquefois des branches qui peuvent partir. En l'occurrence, sur un poirier, j'ai une branche qui part. Faut tailler. On retaille, mais très simplement. Et les pommiers, en tout cas, restent bien en colonne. Et on a des récoltes conséquentes. Parce que tout le long d'une tige qui fait 2,50 m de haut, tu peux déjà avoir pas mal de bouquets de pommes. En fonction des années, bien sûr. En fonction de la floraison. Eh bien, ça donne très bien. Et c'est très intéressant pour les tout petits jardins. On peut aussi les cultiver en bac parce qu'on peut réduire. On n'est pas obligé de les faire monter à 2,50, on peut les arrêter à 1,80 m à peu près. Bien entendu, vous récoltez moins que dans un grand pommier, mais comme ils sont spures, c'est-à-dire qu'ils ont la particularité d'avoir la floraison cauliflore, c'est-à-dire directement sur la tige, et bien là, vous avez des pommes ou des poires qui sont accrochées à la tige. Après, on le fait uniquement sur les pommiers et les poiriers. Je pense qu'il n'y a pas d'autres espèces... Si, je me suis fait avoir. J'ai mis un cerisier, mais finalement... Un cerisier colonnaire. Oui, c'est à demi-tige. Il est en train de se développer en hauteur. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Voilà. Ce que l'on pouvait dire là-dessus, en tous les cas, ce ne sont pas des arbres qui sont travaillés. Ce sont des arbres qui sont génétiquement comme cela. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. La semaine prochaine, du 10 au 19 juin, aura lieu la semaine des fleurs pour les abeilles et nous allons parler de ces fleurs qui attirent les abeilles, qui les aident à avoir du nectar ou du pollen et qui en même temps leur permettent de féconder nos fleurs, qu'on appelle des fleurs mellifères. Alors forcément, on va donner la parole à Monsieur Roland.
Mellifère, ça vient de miel, indispensable dans un potager parce qu'on va multiplier les récoltes. Le but du jeu, comme tu l'as dit, c'est la pollinisation. Et lorsqu'on a ces plantes mellifères, comme les aromatiques par exemple, ou comme la bourrache, eh bien, les abeilles vont venir et puis en passant sur un malentendu, elles vont bien aller dans nos courgettes, dans nos courges et dans nos fleurs qui sont là autour. Elles ne passent pas comme un malentendu. Elles recherchent en permanence, je pense, la diversité aussi. Quand elles n'ont qu'une seule espèce de fleurs, elles prennent une seule espèce. Mais si vous regardez bien, quand vous avez mélangé les espèces, et alors ça relançait le spécialiste numéro 1, eh bien l'abeille, elle va d'une plante à l'autre. Alors elle a des choix, parce que ça dépend du niveau de développement de la fleur. Quand la fleur est bien épanouie, qu'elle est au maximum de son expression, là elle va y aller. De temps en temps, quand la fleur est un peu trop fermée, elle y va. Il n'y a rien, hop, j'y vais ailleurs. Tu fais bien l'abeille. Ah oui. Et c'est du bon sens, parce qu'elle ne peut pas faire des kilomètres et des kilomètres, elle n'est pas là pour choisir, elle est là pour aller de fleur en fleur. Plus les plantes mellifères sont proches de nos légumes, et plus elles vont les visiter. Alors il faut savoir que 84% des espèces cultivées en Europe dépendent directement de la pollinisation par les insectes. On a parlé des courgettes, des tomates, et il faut parler aussi des arbres fruitiers, mais au niveau des grandes cultures, le colza, le tournesol, enfin c'est très très important. Or, ces dernières années, on a constaté une diminution globale significative. En 15 ans, la chute de population des abeilles a atteint 30%. Donc, nos jardins doivent avoir aujourd'hui un rôle attractif pour ces insectes qui sont indispensables. Qu'est-ce que l'on va mettre comme type de plante? Quels sont les végétaux que toi, tu as vus? Par exemple, tu vas, je pense, nous parler de la bourrache. Oui, la bourrache, évidemment, parce qu'elle pousse toute seule. Je te parlais des aromatiques, parce que c'est le plus simple, c'est la bonne association au potager, puisqu'on en a besoin pour la cuisine. Mais on a ce côté décoratif également, et ce côté mellifère, c'est le cas de la lavande. Quand elle est en fleurs, elle est remplie d'abeilles, par exemple. Oui, le miel de lavande, c'est bien connu, mais bon, le romarin, le thym, tout ça, ça fait la même chose. Il y a des plantes qui sont très attractives et que l'on utilise comme engrais vert, par exemple, comme la facélie. Phacelia tanacetifolia, donc la feuille de Tanésie, c'est certainement une des plantes les plus attractives au niveau des insectes, avec vraiment beaucoup de nectar, et là on va avoir un maximum d'abeilles dessus. Le mélilo. Autant je te suis sur la facélie. T'en avais fait, toi. Non, c'est une catastrophe. J'ai encore ce printemps essayé d'arracher les nombreuses racines qui repartent de partout. Donc j'en avais mis un pied que j'avais acheté chez un spécialiste des plantes mellifères. Mais c'est connu comme étant très mellifère. Ah bah oui, mais après c'est connu comme plante envahissante maintenant pour moi. Le sainfoin. Oui, sainfoin, ouais, très joli en plus. Alors on le trouve souvent dans les champs, tout simplement. On oublie de le semer au jardin. Et parce que ça peut être joli. Le sainfoin, en botanique, le nom est bizarroïde. Oniobrichis sativa. Et le trèfle, bien entendu. Alors sinon, dans les plantes très ornementales, les bruyères, on fait d'ailleurs du miel de bruyère. Oui, bruyère, elle a l'avantage de fleurir aussi un petit peu en toute saison. J'en avais au printemps dernier, c'était, je crois, de mémoire au mois d'avril. Et là, c'était couvert d'abeilles, alors qu'il n'y avait rien de fleuri encore autour. Presque pas grand-chose. Une plante qui est considérée dans certaines régions ou pays comme invasive, la verge d'or, le solidago. C'est une belle vivace, tu vois ce que c'est? Oui. Avec des grands épis jaunes, vraiment jaune d'or. La verge d'or porte bien son nom. Là, c'est couvert d'abeilles dès que c'est fleuri. On peut mettre ça dans un grand massif, ça peut être sympa. La rose trémière. La rose trémière attire bien les abeilles. Je pense que la rose trémière attire plutôt les bourdons. Oui, parce que autant je te suivais sur la verge d'or, qui là est couvert, mais pas que d'abeilles d'ailleurs. Il y a plein d'insectes dessus. Il y a un monde fou là-dedans. C'est amusant. Les népétas. Ah oui. Oui, ça attire aussi les chats. Oui, on appelle ça la catère en français. Oui, les népétas. Mais c'est joli, hein, c'est fleurs bleues très vaporeuses. Pour l'hiver, il ne faut pas oublier la nécessité aussi de temps en temps pour nos abeilles de se nourrir l'hiver, le lierre qui fleurit en hiver. Exactement, et en fin d'été, toute fin d'été, quand il commence à faire froid, on sait que l'abeille sort quand il fait 12 degrés et trouver là du lierre. Dans les plantes à fruits, bon, bien entendu, tous les arbres fruitiers sont mellifères. On oublie parfois le châtaignier, mais vous savez qu'il y a du miel de châtaignier, donc les abeilles apprécient. Et puis le framboisier. Le framboisier est certainement au jardin la plante qui, dans ce qu'on appelle les petits fruits, attire le plus. Parce que sur les groseilliers, moi, j'ai pas vu vraiment les abeilles s'exciter là-dessus, mais sur les framboisiers, oui. Sur les myrtilles non plus, on les voit pratiquement pas, alors que oui, les framboisiers, c'est chargé. Derrière ça, on n'a pas que les abeilles. Dans les pollinisateurs, on a aussi
les papillons. Sur les papillons, il y a un arbre, un grand arbuste qui est connu, qu'on appelle souvent l'arbre à papillons, que je déconseille, moi, tout compte fait, parce qu'on s'est rendu compte que cet arbre, Buddleia davidii, alors non seulement il était très invasif lorsque ce n'est pas des hybrides, mais que derrière ça, tout compte fait, il nourrissait mal l'insecte et il pouvait même avoir un côté un peu toxique parce qu'il s'en gave vraiment, donc il faut limiter un petit peu. En revanche, Abellia... Abellia floribunda. Oui, ouais. Tous les abélias, des hybrides d'abélias. Et c'est très joli, très décoratif quand même. Arbuste indispensable dans le jardin, tellement facile, ça fleurit tout le temps, c'est super. Agastache. Ah ouais, il y a plein de variétés. On a de l'agastache anisée. On fait un petit apéritif avec d'ailleurs, avec les feuilles. Ça attire à la fois les papillons et je pense aussi les abeilles. Le patoir, je vous la conseille pas parce que c'est un peu invasif aussi comme plante, mais c'est très attractif. Les giroflées, mais en cette saison, elles sont un peu finies. Mais les lantanas, les lantanas qui aussi dans certaines régions tropicales sont des pestes absolues parce que ça envahit tout. Chez nous, ils sont pas rustiques, donc vous pouvez le planter. Vous allez avoir une multitude de papillons. Ainsi qu'avec les sédums spectabilés, les sédums qui vont fleurir à l'automne. Là aussi, ça attire vraiment les papillons. Et en cette saison, on est un peu sur la fin, mais les Centranthus rubers, les valérianes roses, ça c'est aussi la plante à papillons, comme tout. Et ça pousse partout. Ça pousse absolument partout. Toutes les plantes n'attirent pas les mêmes espèces, parce que par exemple les sédums spectabilés dont on a parlé, c'est surtout la Vanesse belle dame. Ah tiens, on a oublié la verveine de Buenos Aires, Verbena bonariensis. Oui. Ça attire les vulcains par exemple. Bon, les Buddleia, ça attire les pans-de-jour, etc., etc. Bon, il y a énormément de plantes, et pour connaître tout ça, vous avez un site internet avec une liste détaillée des plantes attractives sur agriculture.gouv, vous mettez liste des plantes attractives pour les abeilles et vous allez trouver tout de suite tout ce qu'il vous faut. C'est Alpaco qui nous pose une question, qui dit qu'il a un dendrobium phalaenopsis. Oh, t'as du mal, hein. Dendrobium phalaenopsis. Oui, qui a une quinzaine de cannes, dont 5-6 environ, qui sont sèches à différents niveaux. Certaines n'ont plus de feuilles, d'autres ont encore des feuilles entièrement jaunes et sèches. Mais que dois-je faire ? Il peut déjà regarder News Jardin TV parce que nous avons avec Colombe Le Couffle fait une jolie vidéo où elle explique très très bien, c'est une orchidophile professionnelle. Ce qu'il faut faire, c'est simple, de toute façon vous avez sur les dendrobiums des cannes qui vieillissent et ces vieilles cannes, il faut attendre qu'elles se dessèchent vraiment pour pouvoir les couper. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'elles se dessèchent vraiment ? Parce que quand elles sont sèches, elles donnent plus rien. Voilà. Alors c'est une manière de répondre, mais sans expliquer. Il a absolument raison, c'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas sèches, elles vont permettre aux nouvelles de se développer parce qu'elles vont relâcher, on va dire, les substances nutritives qu'elles contiennent. Et une fois qu'elles ont été vidées de leur substantifique moelle, eh bien elles sont desséchées, et à ce moment-là on peut les couper. C'est ce que je disais, quoi. Oui, bien sûr. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit simplement que ça restait un peu évanescent. Mais à part ça, c'était exactement ça. Vous coupez ce qui est vieux et vous gardez ce qui est jeune. C'est un peu triste à dire, mais la vie, elle est faite comme ça. Alors, la vie étant en fait aussi de moments difficiles ou agréables, on va en faire un petit agréable en écoutant nos amis annonceurs qui nous font de la publicité et on les remercie. Et on vous retrouve tout de suite. Ils arrivent pour envahir votre jardin. Ne tremblez plus. Encore une mission pour Roundup. Il s'attaque aux mauvaises herbes en 1 heure seulement et contient une matière active existante dans la nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Nous sommes à la période la plus agréable pour aller travailler au jardin. Je sais que Roland dit qu'il n'y travaille pas et qu'il s'y détend, etc. Parfois, il faut quand même faire des choses un petit peu physiques, parce qu'il va commencer par nous buter les pommes de terre, donc je pense que ça fait un peu de boulot. Mais bon, avec les 48 pieds, donc ça va, c'est pas non plus prenant, c'est juste un petit coup à ramener la terre régulièrement de façon à ce que les tubercules soient toujours couverts. Donc on va les buter, non pas avec un pistolet, mais avec juste un petit... Même au sarcloir, je le fais. Je ramène la terre devant, ça me permet de continuer de sarcler en même temps. Alors ce qu'on sait pas, on dit toujours qu'il faut buter les pommes de terre, mais à quel stade de végétation et
Est-ce qu'il faut s'arrêter à un moment où on continue à mettre une butte pendant 2 mètres de hauteur? Après, on appelle ça une fourmilière, donc ça commence à être chargé. Non, pratiquement, je m'arrête aux premières feuilles. D'accord. Je monte jusqu'aux premières feuilles. Oui, mais moi j'ai remarqué qu'elle continue à monter après la pomme de terre. Oui, elle va monter. Mais est-ce que tu remets? Non, je laisse Une seule fois? Oui, une seule fois, parce que le but du jeu étant de couvrir les tubercules, c'est pas la peine d'en mettre jusqu'au sommet, ça sert à rien. Le but du jeu de la butte, hein, vous avez pu remarquer, c'était remarquable. Moi aussi j'en faisais comme ça. Attention, mildiou. Ah ouais, donc là, contrôle régulier, on a beau essayer de lutter, trouver des moyens, il faut quand même, là, la première prévention, c'est dès qu'on voit les premières feuilles qui nous semblent atteintes ou qui sont un petit peu grises ou brunes, c'est de les retirer sur un pied de tomate ou sur un pied de pomme de terre. Il y a tellement de feuilles en ce moment qu'on peut se permettre de retirer, c'est surtout celles du bas qui sont atteintes. Et puis lorsqu'il y a une sorte de décoloration en forme de tache, si l'ensemble de la feuille jaunit un peu, souvent ça veut dire que la plante a faim. Mais quand c'est une tache un peu jaune, comment on va dire, c'est une sorte de décoloration. C'est subtil au début, le mildiou, il faut faire attention, et moi je suis entièrement d'accord. Et surtout, ne laissez pas des feuilles abîmées sur la plante. Et puis, en ce moment, bien sûr, on n'arrose pas, si on peut, le feuillage. On va arroser simplement le pied. Tu ne peux pas arroser le feuillage, tu n'as pas le droit. La pluie va le faire, oui, donc c'est ça que je voulais dire, si on peut. Parce que parfois on me dit, bah oui, la pluie, mais la pluie, on peut rien y faire. Dorifort? Oui, les dorifores. Nous n'avons pas beaucoup de dorifores au jardin parce que nos pieds de pommes de terre sont répartis de ça, de là, donc il n'y a pas une concentration. Les dorifores ont du mal à se repérer au parfum déjà, puisque c'est mélangé, mais quand même, chaque fois je vais soulever. Une année j'en ai eu beaucoup, depuis j'en ai pratiquement pas, donc on change beaucoup les variétés de pommes de terre, ça aide aussi, et on soulève. Et on a dessous, c'est l'équivalent d'une pièce de 2 centimes, donc c'est petit, c'est même pas 1 centimètre. Ça fait des œufs qui sont en forme de ballon de rugby, un peu orange, qui sont tous concentrés les uns contre les autres. Il suffit de retourner, de les repérer et de les écraser. Oui, mais alors les adultes et les larves, qu'est-ce que tu fais? Les larves, on les ramasse aussi. Grillez-nous des dorifores et vous serez contents, ou du moins vos pommes de terre le seront. Taillons les tomates. Alors, comment fais-tu? Certaines, je ne les taille pas. Maintenant, les tomates cerises, on va les laisser. Voilà. On peut quand même aérer un tout petit peu, parce que ça peut faire un buisson inextricable. Oui, c'est plus une taille proprement dite de la tomate, c'est un nettoyage. Voilà. De façon à s'y retrouver. Aération, sans oublier d'avoir paillé, parce qu'on peut avoir des branches avec des tomates qui reposent sur terre. Donc la pourriture, etc. Donc le paillage est indispensable. On va tailler les tomates à l'intersection de la feuille et de la tige, et là c'est là où on a nos fameux gourmands qu'on va couper, qu'on peut d'ailleurs réutiliser. On peut les repiquer en terre si on le souhaite. Ouais. Alors ça c'est une partie de la taille. Oui. La deuxième partie de la taille, c'est de favoriser la production de fruits sans excès. Généralement, on va étêter le pied au-dessus du 4e bouquet de fleurs. Mmh. On laisse aussi 2 feuilles, de manière à ce que après, vous ayez quand même une ramification et vous aurez de nouveau de la floraison. Il faut faire ce travail-là de manière à ce que les pousses latérales qui seront à l'aisselle de ces 2 feuilles nous fassent de nouveaux bouquets floraux que l'on taillera dans ces cas-là au-dessus du second. Donc on taille à 4 et après on taille à 2. Moi je me prends pas la tête comme ça, je taille effectivement avec 2 feuilles, mais au niveau de mon tuteur. Ça dépend de la taille de mon tuteur. De toute façon, il fait toujours tout au hasard et le pire c'est que ça marche quand même très bien. Moi je vous donne les vieilles bonnes techniques qui sont apprises dans les écoles d'horticulture depuis des siècles et qui sont quand même efficaces parce que sinon on ne mangerait plus de tomates. On va faire plein de semis. En ce moment. Oui, on peut y aller parce qu'on a déjà retiré certaines choses au jardin, donc c'est le moment de remettre des laitues, on peut remettre des betteraves, des navets. On aura le temps, en plus si la saison est bonne, de les récolter. On prépare déjà l'hiver parce qu'il y a des plantes qui sont longues à pousser, comme les choux. On peut déjà semer du chou d'hiver, on peut aussi semer du haricot soisson, c'est-à-dire des haricots à grains. Si vous aimez le maïs, on peut encore semer du maïs doux. C'est un petit peu limite, mais on peut encore faire. Oui. Et puis, au niveau jardin d'ornement, bien entendu, ça aussi on est limite, mais vous pouvez quand même encore le faire. Si vous avez plein d'emplacements libres, semez à la volée des annuelles un peu sauvages, l'adonide goutte de sang, la belle de jour, même les capucines, les centaurées, les clarkia, les cosmos, les lavataires, le lin, la nigelle de Damas, tout ça, ça va
vous faire des fleurs pendant l'été, pas très longtemps, mais ça va le faire. On peut aussi commencer à planter les bulbes de colchique, les bulbes de crocus d'automne, les sternbergia, toutes ces bulbes qui fleurissent à l'automne. C'est encore le bon moment pour planter tous les aquatiques et notamment les nénuphars. Ça, on fait ça dans des pots avec de la terre assez lourde, etc. Rouler la pelouse, scarifier, tonder. Enfin, il y a énormément de choses et on y reviendra la semaine prochaine. Alors là, mes amis, Roland ne s'est pas cassé la tête. D'habitude, il nous emmène au bout du monde. Là, Paris. Alors c'est vrai que pour lui c'est déjà loin puisqu'il habite à Vittel, mais il nous emmène sur un site parisien. Paris, en France, hein, je précise. Plante Addict, ça s'appelle. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour avoir des choses sympas. 8576 abonnés avec moi. 852 publications, c'est pas encore beaucoup. Oui. Mais chaque fois, il y a des textes, il y a des photos qui sont de Plante Addict de lui. Il y a un peu de bricolage, mais il y a surtout beaucoup de jardins, beaucoup de plantes, avec une mine de renseignements chaque fois. Donc pour une fois. Oui, pour une fois, parce que c'est pas le but d'Instagram. Normalement, Instagram, tu mets une photo, c'est éphémère, et voilà, tu partages des moments d'émotion. Oui, mais là, il crée son encyclopédie. Carrément, voilà. Oui. C'est très bien, donc j'ai bien apprécié. Je vous conseille Plante Addict, avec 2D. Soyons addicts avec 2D. Moi, j'aime bien l'addiction. Alors, une vraie addiction aussi avec cette collection de livres, La nature au bord... On a La nature au bord de l'eau. Il y a beaucoup de titres qui s'appellent Au bord de l'étang, au bord de je sais pas trop quoi. J'en ai lu plein qui sont de Monsieur Marc Giraud et qui sont formidables. Et regardez les photos. Oh, c'est extraordinaire. C'est quand même le 7e ouvrage de la collection. Et là, il vous emmène au bord de l'eau pour vous montrer, avec des photographes aussi sous-marins, enfin, ou du moins subaquatiques, des gens qui ont fait des photos sous l'eau de plantes aquatiques. Il y a vraiment 700 images exceptionnelles. Il y a une vingtaine de photographes qui ont travaillé avec Marc Giraud, dont 3 qui sont des plongeurs. Vous avez les animaux, vous avez les plantes, tout ce que l'on peut rencontrer au bord de l'eau dans nos pays. Donc dans ce livre de chez Delachaux et Niesley, qui vaut 24,90 €, mais qui vous fait passer des moments merveilleux sans avoir besoin de lire énormément, parce que ce sont que des légendes de photos, mais sur des thèmes qui sont toujours très très bien travaillés. Un autre livre qui est très différent, mais qui a un autre voyage aussi, qui s'appelle Le voyage des plantes et les grandes découvertes. C'est pas un livre français, c'est un livre de M. José Mendes Ferrao, publié chez Chandaigne, et qui va raconter l'histoire des plantes qui sont les plantes notamment originaires du Nouveau Monde. Donc on a la pomme de terre, on a le maïs, on a la tomate, on a le cacao, et ces plantes qui ont conquis l'Europe. Il va vous raconter que toutes ces plantes vivrières que l'on considère comme pratiquement de chez nous, en fait, ont changé de continent entre le XVIe et le XVIIe siècle, et pour bouleverser complètement nos habitudes alimentaires et les pratiques agricoles du monde entier. Toutes ces plantes vont se retrouver dans d'autres continents. Par exemple, vous avez les cocotiers, les manguiers, les orangers qui vont aller en Afrique, qui vont aller en Amérique. Enfin, ça bouge de partout. C'est une histoire, mais il n'y a pas énormément d'illustrations. Beaucoup sont d'ailleurs des documents anciens tout à fait remarquables, et c'est très intéressant. Donc vous avez 69 plantes vivrières, vous avez aussi l'EVA, donc l'arbre à caoutchouc, le ricin, etc., qui vous sont racontés dans ce livre qui était paru en 2015 et qui est vraiment très intéressant. Moi, je l'ai retrouvé, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, là. J'ai trouvé ça en visitant le musée de l'homme. Oh, j'ai dit, je vais leur parler de ça parce que j'ai vraiment adoré ce livre-là, où on vous parle de l'origine du bananier, de l'oranger, enfin, tous ces trucs-là. C'est très, très bien fait. Nous avons une question qui nous vient de News Jardin TV. C'est Marie qui nous dit quel est le substrat idéal dans lequel rempoter les cactés et quand effectuer ce rempotage. Le substrat à cactus, bon, tu vas me dire, il y a du terreau-cactus dans le commerce. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour une bonne raison, indépendante, je pense, de la volonté des fabricants, et qui est plus liée à la législation, c'est que pour qu'un terreau de cactus soit bon, il faut beaucoup de sable. Or, le sable, ça pèse très lourd, et pour des raisons donc
pratique, économique. On ne peut pas vous vendre des sacs qui pèsent des tonnes. Donc, ce que je conseille systématiquement, c'est effectivement d'acheter ce terreau cactus ou du terreau pour semis, ça va faire plaisir à Roland, et de le mélanger avec 50% de sable grossier. Parce que les cactés poussent vraiment, pour la plupart, dans des sols très sableux, dans des sols caillouteux, dans des sols ultra poreux. Et le danger pour un cactus, c'est de se retrouver dans une terre, dans un terreau qui va retenir trop l'humidité. Il faut que la plante, quand vous l'arrosez, elle puisse pomper de l'eau, mais que ça ne stagne pas. C'est absolument indispensable. Ajouter des cailloux, ajouter de la pouzzolane, par exemple, aussi, au substrat cactus, vous aurez vraiment des meilleurs résultats. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Pas grand-chose, parce que... Mais t'en as pourtant. Oui, j'en ai pas mal, et donc je les laisse, je les rempote pas souvent. Je sais que j'ai tort, j'ai un grand euphorbes. C'est pas un cactus. Oui, c'est pas un cactus, oui, on chipote, mais ça ressemble quand même, de loin. En tout cas, je l'ai jamais rempoté, je le touche pas, je ne l'arrose pas de l'hiver, je ne le change pas de place, il pousse comme un fou. Donc je rempote même pas. Moi, c'est des plantes chameaux, comme j'appelle, il leur faut pas grand-chose. Mais en tous les cas, on peut les rempoter si vous voulez qu'ils soient très beaux, qu'ils soient régulièrement, disons, bien développés. Il faut prendre des précautions, parce que souvent... là, je peux témoigner. C'est compliqué, mais la marge, c'est de toute façon drainage, drainage et redrainage. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes chers amis, nous allons vous parler, dans cette histoire botanique, d'une orchidée comestible. Tu la connais ? Mais oui, c'est la vanille. La vanille. Très jolie fleur d'ailleurs. C'est peut-être pas la plus belle des fleurs d'orchidée. C'est pas très facile à observer dans nos régions, parce que fleurir pour un vanillier dans une serre, et a fortiori dans un appartement, c'est presque quand même mission impossible. Parce que même notre petite princesse des orchidées Colombe-le-Couffle, je pense que dans ses serres, elle a de la vanille, mais qu'elle ne voit pas souvent les fleurs. Donc c'est quand même un peu compliqué. C'est une plante, la vanille, dont on utilise quoi ? La gousse. Et c'est quoi la gousse ? La gousse, c'est le fruit. Voilà. C'est le fruit, une fois la fleur terminée, on a le fruit. On ne devrait d'ailleurs pas appeler ça une gousse. C'est un autre type de fruit, parce que la gousse, elle est réservée aux fabacées. Donc au pois. Donc on peut dire un machin. Un machin. Non, mais je pense que c'est une capsule, tout simplement. Plante originaire du Mexique, connue depuis l'époque des Aztèques. Oui, alors avec un nom à coucher dehors, eux l'appelaient le Tlilclochitl. Impossible à prononcer, Tlilclochitl, bon, peu importe. Et ils utilisaient cette vanille déjà pour aromatiser leur boisson au cacao. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le cacao, on en parlera un jour, au début, n'était pas consommé comme nous aujourd'hui du chocolat. On n'en faisait que de la boisson. Et du cacolac ? Peut-être avec de l'eau aussi, mais et ils le pimentaient. Ah oui. On mettait du piment et de la vanille. Et qui sont les Européens qui ont découvert la vanille ? Les conquistadors. La vanille, c'est une orchidée qui a une particularité végétative. Laquelle ? C'est sa pollinisation, non, qui pose problème. Elle grimpe, elle est grimpante. Oui. Mais au départ, ça c'est sûr. Au niveau végétatif, c'est une plante qui est grimpante. Il en existe une centaine d'espèces, dont certaines atteignent près de 50 mètres de long. Ça peut être immense, donc ça pousse quasiment à l'infini. Vanilla planifolia, c'est celle que l'on va utiliser. Comment une orchidée grimpante s'attache-t-elle à son support ? Alors, est-ce qu'elle s'enroule ? Elle se pose dessus, un peu comme le bambou grimpant ? Les orchidées ont la particularité de développer des racines aériennes. Elles font un peu comme un lierre, donc elles vont s'attacher grâce à leurs racines. Les fleurs de la vanille, qui sont jaune-verdâtre, assez grandes, il y en a sur certaines espèces qui font jusqu'à 10 cm, sont, oui, je dis jaune verdâtre, jaune clair, assez odorantes, mais surtout elles ne durent pas longtemps. En 8 heures, la floraison s'évanouit, parce qu'elles sont fécondées essentiellement par des pollinisateurs nocturnes. Alors des papillons de nuit, mais je pense aussi par des chauves-souris. Lorsque la vanille a été découverte, elle a été rapportée en Espagne. On était au XVIe siècle, puisque c'était vers 1571 que le premier Européen a découvert un petit peu cette vanille. Il y a des boutures qui sont arrivées à Cadix, et la plante, on l'a appelée Flora negra. Pourquoi ?
Flora Negra, qu'est-ce que c'est que ce nom encore? Et parce que- parce qu'elle est... Pourquoi fleur noire? Mais elle il n'est a- pas noire. Il a confondu la gousse avec... Qu'il était la bête. fleur. Parce qu'ils avaient reçu des gousses. Donc Ah ils oui. disaient c'est la Flora Negra. Bon. Et on appelle cette capsule, qui est un fruit qui va s'ouvrir aussi en deux, mais qui est sec, la gousse. Alors que la gousse, c'est vraiment le haricot. Et les Espagnols ont appelé Vainilla, donc c'était un diminutif de Veina, qui veut dire gousse aussi. Vainilla, c'était la petite gaine, la petite gousse. Et il a fallu attendre 1688 pour que le mot vanille apparaisse dans la langue française. Et on avait tout de suite vu que c'était un produit de luxe, c'était un produit vraiment qui avait de la valeur, puisque un édit royal de janvier 1692 a réglementé le commerce en disant que seuls Rouen et Marseille étaient les ports autorisés à importer de la vanille. Sur le plan botanique, c'est un Marseillais, le père Charles Plumier, qui en 1703 a décrit le nom Vanilla. Alors ce pauvre Plumier, il a été plumé par Linné, vraiment. Il avait déjà décrit plein de plantes, et Linné, en fait, il se les a attribuées souvent. Et aujourd'hui, c'est même pas Linné à qui on attribue le nom Vanilla, c'est à Philippe Miller, qui est aussi un botaniste important. La vanille, elle n'est pas pressée. Et il faut attendre au moins 3 ans de culture avant qu'elle fasse ses premières fleurs et ses premiers fruits. En revanche, elle peut vivre très longtemps, puisqu'il y a des vanilliers qui produisent pendant 40 ans. Ah oui, ça vaut le coup. Alors le problème de la vanille, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est... Ben, c'est la pollinisation. Bon, je me souviens plus de l'histoire, mais j'ai appris ça quand j'étais gamin à l'école. On a dit ils ont déplacé la vanille, ils ont oublié la bestiole qu'elle est avec. Bon voilà. Alors à chaque fois, Roland a la manière extraordinaire de vous concentrer quelque chose, en détaillant pas, mais en ayant raison. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'au Mexique, la vanille a coévolué avec un insecte qui est une petite abeille du genre Mélipone, qui n'existe nulle part ailleurs. Et comme tu dis, non seulement on a oublié d'introduire l'insecte ailleurs, mais surtout il a refusé absolument de s'installer, de se développer ailleurs que dans son Mexique natal. Donc au Mexique, on peut produire de la vanille sans avoir à la féconder artificiellement, mais dans les pays où on les a introduits, eh bien ça n'a pas marché pendant longtemps. Et notamment, par exemple, à La Réunion, on connaît cette fameuse vanille Bourbon. La Réunion, on l'appelait l'île Bourbon. Et aujourd'hui, on appelle la vanille Bourbon, la vanille de l'île Bourbon. En 1822, on avait introduit la vanille. Ah bah oui, la plante, elle poussait, elle était belle. Il n'y avait pas de gousse. Et il a fallu attendre une vingtaine d'années, 1841, pour... Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est la réalité ? J'arrive pas à le savoir vraiment, mais c'est trop sympa pour qu'on n'imagine pas que c'est vrai. On dit qu'un enfant de 12 ans qui était un esclave et qui s'appelait Albius, il habitait chez un planteur, il se reposait régulièrement dans les branches d'un manguier dans lesquels poussait un plant de vanille. Ouais. Et puis alors ça l'amusait, il avait les fleurs comme ça, puis comme beaucoup d'enfants, hein, on frotte un petit peu la fleur avec la main, on gratte tout ça, puis on s'est rendu compte que sur ce seul pied où il y avait le môme, tout d'un coup, sont apparues des gousses. On s'est dit, quand même un truc bizarre, est-ce que c'est pas en frottant les fleurs les unes contre les autres qu'on arrive à obtenir ces gousses ? Et on avait inventé, ou il avait inventé sans le vouloir, la pollinisation artificielle. Et donc à partir de 1848, eh bien, la Réunion a commencé à produire couramment des gousses de vanille, et on l'a introduite aussi en Polynésie, on l'a introduite dans beaucoup d'endroits. Et aujourd'hui, la pollinisation, elle est toujours manuelle et il faut la délicatesse des doigts de femme pour pouvoir faire une pollinisation correcte de la vanille. Et ces femmes, on les appelle les marieuses. C'est joli puisqu'en fait, elles marient les fleurs et elles utilisent une aiguille et elles vont soulever la petite membrane qui sépare le stigmate de la pollinie. En fait, sur les orchidées, on n'a pas la même chose que sur beaucoup de fleurs, c'est tout resserré. Donc on va prendre le pollen sur les pollinies et on va le mettre sur le gynostème de la plante et on obtient donc tout simplement une fécondation. Et une bonne marieuse, elle peut féconder entre 1200 et 1500 fleurs de vanille par jour. Et chacune va produire donc une seule gousse qui demande environ 6 semaines après la multiplication pour pouvoir se récolter. Ça peut expliquer le prix quand même, parce qu'il y a un sacré boulot là. Avec l'avantage, c'est qu'on la réutilise, surtout si vous utilisez par exemple de la vanille que vous mettez dans du lait. Vous
faites chauffer votre lait, vous allez avoir du lait vanillé, vous récupérez la gousse de vanille, vous la stockez dans une petite boîte en fer ou dans un tube en verre, et vous la réutilisez, parce que c'est très très puissant. Ce sont d'ailleurs des essences volatiles qui sont réputées réveiller le satyre. Donc être aphrodisiaque. Eh oui. Réveiller le satyre, je vais noter l'expression. C'est ce qu'on dit. D'ailleurs, même, il y a un truc de fou. En 1762, il y a un livre qui est sorti sous la plume de Besar Zimmermann. C'était un Allemand physicien. Portez bien son nom. Attends, écoute bien. Qui a dit que plus de 342 hommes avaient été déclarés impuissants et ils devinrent des amants modèles après avoir bu des décoctions de vanille. Donc, peut-être qu'on peut le faire. Et attention, c'est aussi une plante qui est utilisée dans certaines pratiques magiques, parce qu'on peut fabriquer un filtre d'amour en associant de la vanille, de la violette et de la prime-vert. On dit que ce mélange exacerbe tellement les sentiments qu'il est impossible, après, d'éteindre le feu qui vous consume. C'est beau quand même. Oui. Hein. On va tester là. On va tester entre nous. On va tester et on va justement prendre le temps maintenant d'aller tester tranquillement en vous quittant et en espérant que vous avez passé un bon moment avec cette émission. En tous les cas, nous, on était ravis de vous l'avoir préparé, ravis de vous l'avoir présenté. Roland, on va te retrouver sur tous les sites internet possibles, imaginables. Ouais, c'est exagéré. Tous les réseaux et compagnie. Non, mais il fait plein de petites vidéos marrantes, des trucs sympa. On peut l'écouter sur France Bleu quand on habite dans le Grand Est. On avait notre ami Stéphane, toujours au poste, fidèle, qui nous fait vraiment un son de professionnel et on l'en remercie. Miguel, alors là, il est carrément aux manettes, là, il est concentré, il a une table de mixage. Enfin, ça a l'air de rien, mais il y a au moins 2 heures de travail intensif d'installation chaque fois qu'on vient faire nos enregistrements, parce qu'on veut vous donner une émission qui soit aussi nickel que possible. En tous les cas, on était ravis de vous avoir avec nous. Nicole, elle a été tout simplement nous préparer à déjeuner, je pense, parce que maintenant, on a un petit peu faim et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.